Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises qui font de la RSE un axe fort de leur stratégie. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le projet Rocher Mistral, un parc à thème sur la Provence qui doit ouvrir ses portes l'été prochain et qui mise notamment sur la biodiversité. Je vous propose de débattre autour de la santé au travail, comment la concilier avec la performance, notamment en cette période d'épidémie. Et puis on va se demander, mais qui sont les blobs? Un indice: ils ont la main verte. Tourisme, santé au travail, espace vert, 3 univers, 30 minutes pour les explorer. C'est Smart Impact, tout de suite. Et dans cette émission aujourd'hui, des invités en visioconférence. Voilà, c'est la vie d'une émission de télé en période de confinement. Et je commence avec Vianney d'Alençon, qui est le propriétaire du château de la Barbin. C'est près de Salon de Provence. Bonjour. Vous allez en quelque sorte faire de ce château la star d'un parc d'attractions. Racontez-nous ce projet ambitieux. Alors, c'est le parc Rocher Mistral, qui est un parc provençal autour de l'environnement et de la culture en Provence. Donc c'est 1000 ans d'histoire jonchée sur un rocher, au cœur d'une nature verdoyante de 450 hectares, entre Salon et Aix-en-Provence, au cœur de la Provence authentique, où on va pouvoir découvrir l'histoire, la culture, l'agriculture, la biodiversité et l'environnement de cette Provence merveilleuse et aimée par le monde entier. Alors c'est évidemment parce qu'il y a cette dimension biodiversité, environnement qu'on a voulu vous entendre aujourd'hui, mais d'abord je voudrais qu'on parle du projet de ce château. Il faut le réhabiliter, j'imagine que ça coûte cher. Oui, en effet, vous savez que le patrimoine, c'est devenu une grande cause nationale. Ces 1000 ans et ces 5500 mètres carrés de château sont dans un état de fragilité structurelle, avec des éléments en péril importants. Donc on a mis en place tout un plan de gestion et de sauvegarde de ces éléments et de ce patrimoine architectural qui va se dérouler et qui a commencé dès à présent, puisque les travaux ont démarré. Alors les travaux ont démarré, on parle d'un budget de 30 millions d'euros. Qui finance ce projet ? Alors c'est principalement du privé, avec aujourd'hui une société qui a été structurée, que je porte, avec des fonds privés pour développer ce projet. Et donc c'est un projet qui est porté principalement par du privé. Le secteur du tourisme, évidemment, c'est l'un de ceux qui souffrent le plus de l'épidémie. Lancer un projet, et moi je trouve ça audacieux, hein, cette chaîne, Bismart, s'appelle la chaîne des audacieux, donc on vous soutient. Mais lancer un projet dans un tel contexte, on se dit c'est quand même un peu fou. Alors écoutez, c'est un peu fou. En même temps, si vous voulez aujourd'hui entreprendre sur ce type de secteur aujourd'hui, et c'est sûr en plus avec le Covid, ce serait fou aussi de ne pas le faire, parce qu'on a besoin aujourd'hui de relancer l'économie. On a besoin de redonner une dynamique à un secteur touristique qui évidemment a été fragilisé par le Covid, mais qui n'en a pas moins démontré pour un certain nombre de sites que les Français sont en attente de ces thématiques patrimoine, folklore, culture, environnement. C'est quand même des thèmes majeurs. On a un patrimoine exceptionnel sur le plan de l'environnement et du patrimoine immatériel en France. Et c'est aujourd'hui l'occasion de le mettre en valeur et de créer, d'innover sur ces questions-là. Et c'est vraiment ce que veut faire le parc Rocher Mistral au château de la Barbin. Est-ce qu'à un moment, là, depuis 6, 7, 8 mois, depuis le début de l'épidémie, le premier confinement, etc., est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit il faut quand même qu'on réduise la voilure, ou est-ce que vous restez sur le même projet, la même ambition initiale? Non, moi je me suis justement dit qu'il ne fallait pas réduire la voilure, qu'il fallait développer davantage, puisque on prend en compte, on a cette chance, si vous voulez, pour un site en construction, un site qui accueille du public en construction, de penser avec les problématiques Covid. Donc on l'intègre dans la programmation, dans la façon dont on va dérouler les opérations in situ, mais on est dans cette logique aussi de dire il faut créer une dynamique, et créer une dynamique, c'est continuer d'avancer, continuer d'entreprendre, continuer de prendre des risques et surtout investir encore davantage, puisque c'est nécessaire aujourd'hui dans la situation que nous traversons. Alors l'ouverture, je crois, est prévue en juin prochain. Vous allez me confirmer la date. Imaginons, je suis devant les portes, là, je fais partie des premiers touristes. Qu'est-ce que je vais découvrir ?
Alors, vous allez pouvoir découvrir un certain nombre de spectacles à l'intérieur du site. Vous allez pouvoir découvrir des pôles et une agriculture qui a été mis en place sur une dizaine d'hectares. Vous allez pouvoir découvrir un plan de gestion qui a été mis en place pour la biodiversité et pour l'environnement avec des parcours pédagogiques dans la nature et aussi tout un pôle autour des savoir-faire, l'artisanat, les métiers, la gastronomie provençale. Tout ça évidemment avec dans un cadre de spectacle vivant sur un site, comme je disais, classé monument historique et différents spectacles historiques et culturels sur l'identité et l'âme provençale. Vous êtes en train de les écrire, ces spectacles, 6 spectacles vivants différents. Qui vous aide? Quel est l'esprit de ces spectacles vivants? Alors, ce sont vraiment des spectacles sur la culture populaire provençale, du roi René d'Anjou, en passant par Frédéric Mistral, Alphonse Daudet, Marcel Pagnol. C'est des spectacles vraiment faits en collaboration avec les spécialistes de cette culture provençale, notamment le Félibrige. Pour les éléments, on a ce comité scientifique et historique et on va mettre en scène des comédiens avec de l'animation, avec des technologies contemporaines qui vont mettre en valeur le spectacle, mettre en valeur cette histoire. On fait appel à des professionnels et on est en train de lancer une grande campagne à destination de la population pour lever une armée de bénévoles qui vont s'engager pour jouer dans ces spectacles et particulièrement dans un spectacle sur l'histoire de la Provence. Votre modèle, évidemment, on y pense tous, c'est le Puy du Fou. Alors, comme bien d'autres sites historiques, et le Puy du Fou excellent évidemment dans ce secteur, il s'agit de spectacles historiques évidemment, qui vient parler de l'identité d'une région et donc évidemment c'est une grande référence sur le plan qualitatif. Ils ont démontré qu'ils avaient beaucoup de talent. Alors, moi, je tiens à mettre en avant la démarche que vous avez engagée, que vous confirmez malgré le contexte. Vous dites qu'il y a une armée de bénévoles, mais il y a aussi des emplois qui vont être créés, j'imagine. Oui, exactement. On est 200 sur le projet. En 15 mois, on a 200 emplois directs, 200 emplois indirects, au total 400 emplois sur ce projet. Un investissement qui est au-delà, autour des 35 millions d'euros et donc sur les 15 mois. Donc c'est un impact fort évidemment pour le monde de la culture, pour le monde de l'environnement évidemment et pour le monde du tourisme bien entendu puisque c'est un nouveau site qui va pouvoir s'ouvrir à partir de l'été 2021 en Provence. Qu'est-ce qui vous fait... qu'est-ce qui vous rend optimiste? Tiens, est-ce qu'il y a dans la région, à proximité de ce château de la Barbin, d'autres sites qui attirent beaucoup de touristes? Alors, le château de la Barbin a une situation exemplaire pour ce type de projet, puisqu'il est situé à 15 minutes du parc national des Alpilles et celui du Luberon. Il est à 40 minutes de Marseille, 25 minutes d'Aix, 30 minutes d'Avignon et d'Arles. Et il est à 100 mètres du deuxième site touristique des Bouches-du-Rhône, qui est le zoo de la Barbin, qui accueille 350 000 visiteurs. Donc on est sur une thématique forte, attendue aujourd'hui par les Provençaux, attendue par les Français plus largement. Et vous allez pouvoir en une journée croquer un morceau de Provence de par son architecture, de par sa culture, son histoire, de par son agriculture, de par sa nature avec ses paysages, mais aussi ses savoir-faire, son patrimoine immatériel. Donc je crois que ça répond très simplement à une attente, à une demande des Français de redécouvrir leur patrimoine, de redécouvrir leurs racines. Et je crois que c'est quelque chose d'assez fort, particulièrement dans la situation que nous vivons actuellement. Il nous reste un peu moins de 2 minutes. Je voudrais quand même qu'on insiste sur l'aspect environnemental, la biodiversité. Vous avez notamment replanté des espèces endémiques. Il y a un programme de sauvegarde des abeilles. C'est un peu multiforme, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors en fait, on a le pôle environnement qui se décline par un plan de gestion global de l'environnement in situ à destination de la faune et de la flore, notamment pour faciliter la réimplantation des espèces en voie de disparition et de protéger et de préserver et de mettre un plan de gestion pour les espèces protégées.
Voilà, donc ça c'est une action très concrète. Après, on a tout un projet à destination de la reforestation. On est en train de préparer avec une structure professionnelle qui s'appelle Écoterie la réimplantation d'un certain nombre d'essences locales. On a en parallèle un projet agricole assez poussé puisqu'on réimplante de la culture sur un territoire où l'agriculture a disparu depuis une centaine d'années. Et vous savez que c'est un vrai problème dans les Bouches-du-Rhône puisque l'artificialisation des terres est un enjeu et la disparition des agriculteurs en est un autre. Et donc on replante une dizaine d'hectares de vignobles, on replante du pistachier, de l'amandier, de l'olivier en arboriculture. On a un projet apicole et on est en train de réimplanter là, dans les 2 mois qui viennent 200 ruches pour déployer un grand projet autour d'une miellerie et puis la pollinisation. Et en parallèle de ça, nous avons 10 hectares de plantation de lavande qui sont en train d'être installés sur le domaine. Bien, bravo, merci beaucoup. J'ai noté 20 amandes pistaches. On va venir pour l'apéro, hein, sans faute. Merci beaucoup. Bon vent à ce parc, bon vent à ce parc Rocher Mistral. Voilà, tout de suite, dans ce Smart Impact, un zoom sur la santé au travail. Comment concilier santé au travail et performance? C'est le zoom de Smart Impact et pour en parler, le directeur technique et scientifique de l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, Mathieu Pavageau. Bonjour, merci d'être avec nous en visioconférence dans cette émission. Je vous propose peut-être, pour qu'on sache tous de quoi on parle, d'expliquer ce qu'est le rôle de l'ANACT. On le comprend en disant à Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, mais dans le détail, ça veut dire quoi? Bonjour. Dans le détail, l'ANACT, si vous voulez, c'est une agence qui est aussi un réseau d'agences régionales. Donc, pour le dire simplement, notre rôle, c'est d'appuyer les entreprises, particulièrement les PME, TPE, les ETI aussi, dans leur capacité à accompagner leur transformation, pour le dire rapidement, et donc spécialisé sur les questions d'organisation de travail, d'évolution des organisations, d'innovation en matière d'organisation du travail. Nous les accompagnons, nous les aidons à expérimenter des nouveaux modes d'organisation et à raisonner, si vous voulez, leur projet pour concilier leur performance et la bonne santé de leurs équipes, la bonne cohésion de leurs équipes. Alors j'imagine que depuis le mois de mars, avril, mai, depuis le confinement et la sortie du confinement, vous êtes particulièrement sollicité, consulté, parce que toutes les entreprises doivent se réinventer face à l'épidémie? Absolument. Nous avons un rôle important à jouer en tant qu'agence. Nous sommes une agence, un établissement public. Donc de ce point de vue-là, nous avons une mission de service public. Donc effectivement, dès mars-avril, nous avons outillé très rapidement en fait les entreprises dans un premier temps, si vous voulez, sur un peu en urgence, sur le registre de la continuité de l'activité, comment tenir l'efficacité du travail et protéger les équipes et au sens large, c'est-à-dire protéger du dirigeant aux collaborateurs, aux premiers collaborateurs. Voilà, on sait bien que les entreprises ont été confrontées à ça et nous, si vous voulez, notre approche cherche toujours à concilier l'économique et le social. Donc là, effectivement, depuis le printemps, ça a été l'enjeu pour les entreprises de tenir leurs équipes, maintenir le service et protéger. Et alors, on va sûrement le développer, mais la mise à distance pour un certain nombre de secteurs d'activité par le télétravail, là aussi, a suscité un grand nombre de travaux et a nécessité un certain nombre d'outillages des entreprises en urgence, là aussi, pour les aider à penser cette reconfiguration d'activité. Ouais, depuis 2 jours, on voit fleurir pas mal d'articles dans la presse sur le thème « Ces entreprises réfractaires au télétravail ». Est-ce que vous le ressentez, ça aussi?
les entreprises réfractaires au télétravail. Là, sur le second confinement. Oui, c'est un vrai sujet. Si vous voulez, on peut comprendre un certain nombre de positions qui sont prises en ce moment du fait là encore, de la situation dans laquelle nous sommes un peu précipités. On peut penser que nous avons été un peu entraînés ou préparés par le premier confinement du printemps, mais bon, soyons réalistes. Entre la situation d'urgence au printemps, la reprise d'une certaine manière de l'activité sur l'été n'a permis que de rattraper un petit peu l'activité pour les entreprises. Il y avait un effet de rattrapage qui a là aussi nécessité une mobilisation importante des équipes. Et à la rentrée, on se retrouve à nouveau dans une configuration où il va être difficile de tenir un niveau d'activité, le niveau d'activité souhaité, pour atteindre les résultats économiques. Donc, pour les entreprises, on peut comprendre que dans un moment comme celui-ci, raisonner de manière posée la question du télétravail, c'est difficile. Donc il peut y avoir des réflexes un peu anciens concernant la mise à distance du lieu de travail, avec l'idée qu'on serait peut-être moins investi, moins performant quand on est loin de son lieu de travail. Les différentes études démontrent que ce n'est pas le cas. Et nous, on est plutôt en train de travailler sur d'autres registres qui sont ceux, au contraire, de la question de l'investissement, si vous voulez, sans les limites que peuvent permettre le travail dans une configuration, dans des locaux où on a des horaires de travail plus visibles, etc. Et ce qui est moins le cas quand on est chez soi. Pardon, Mathieu Pavageau. Mathieu Pavageau, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais je vous interromps une seconde parce que le temps file vite. Et vous parliez d'innovation tout à l'heure et vous disiez que c'était dans les missions de l'ANAC de réinventer, de proposer des innovations. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner, un exemple récent lié justement à cette mutation et à la façon dont les entreprises doivent se réinventer face à l'épidémie? Oui. Les entreprises, là, elles ont... L'innovation, on le sait, c'est produire des réponses nouvelles à des problèmes qu'on a analysés comme n'étant pas résolus avec les moyens existants. Et l'innovation radicale, elle, consiste à inventer un nouveau marché, à développer une nouvelle réponse à un nouveau marché. Donc là, ce qu'on peut dire dans la période actuelle, c'est que l'innovation, elle est du côté de l'innovation sociale. C'est-à-dire que les entreprises qui réussissent à passer le mieux le cap et qui passent le mieux les grandes turbulences que produit la crise, ce sont celles qui ont réussi à innover du côté du dialogue opérationnel, c'est-à-dire de connecter les enjeux très concrets, des enjeux d'efficacité opérationnelle pour les équipes avec, si vous voulez, ce qui se négocie du côté de la stratégie d'entreprise entre l'employeur et les représentants du personnel, globalement. Donc, c'est-à-dire, c'est ça l'innovation majeure qui a permis. Les entreprises qui sont capables de faire ça passent beaucoup mieux les turbulences que celles qui n'ont pas su construire cette culture participative ou de dialogue au sein de leur organisation, qui, elles, ont à résoudre beaucoup de problèmes de tension, de cohésion sociale, d'absentéisme, quand le sujet est avant tout un sujet de continuité d'activité, quoi. Merci beaucoup, merci Mathieu Pavageau, à bientôt sur Bismart. Allez, tout de suite, c'est Smart Ideas, la bonne idée du jour. Tiens, une question, est-ce que vous avez la main verte ? Bonjour Cyprien Cambier, vous êtes le cofondateur des Blobs. Avant de vous poser une question sur ce drôle de nom, vous n'y couperez pas, quel est votre métier? Expliquez-nous. Alors, bonjour, merci de m'accueillir. Alors, mon métier, en fait, moi, je suis le fondateur des Blobs. Et les Blobs, c'est une entreprise que j'ai créée pour faciliter le retour de la nature
en ville et de permettre aux citadins de cultiver des fruits, des légumes en ville au plus près de chez eux, mais aussi de créer par là même du lien social. Alors ce qu'on fait concrètement, c'est très simple. En fait, on va revaloriser des espaces vacants en ville et on va les transformer en jardins comestibles et collaboratifs. Donc en fait, pour vous donner quelques exemples, si vous êtes une entreprise et que vous avez un jardin à disposition, en fait, on va pouvoir transformer votre jardin, votre patio en potager collaboratif de pleine terre. Dans une ville, par exemple, on va pouvoir revaloriser un square en y installant des bacs potagers hors sol, et pour changer complètement de contexte, dans un milieu dans la restauration, on va pouvoir installer des bars à plantes aromatiques ou des murs végétaux. Donc, voilà, donc comme vous voyez, en fait, on va accompagner des différents projets, mais avec les blogs, il va y avoir toujours un point commun à chaque écosystème, c'est qu'on va accorder une importance primordiale à la mobilisation des groupes de citadins. On va accorder une importance capitale à la mobilisation des groupes. Vous allez nous expliquer ça. Attendez, on va essayer de faire des réponses pas trop longues quand même. Donc je vous interromps, c'est toujours un peu plus compliqué avec la visioconférence, mais il n'y a pas de souci parce que c'est passionnant. Donc déjà, vous vous adressez à tout le monde, pas seulement les collectivités locales. Donc les chefs d'entreprise, les cadres qui nous écoutent peuvent faire appel à vos services. Deux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque cadre, son projet. Il n'y a pas un jardin type, c'est ça? Oui, exactement. En fait, c'est la première partie de notre métier. En fait, c'est la conception d'un écosystème adapté à l'environnement de chaque acteur. Donc, initialement, on s'adressait aux entreprises, mais on s'adressait également au milieu hospitalier, aux collectivités, aux écoles. Et dans chaque environnement, que ce soit en extérieur ou en intérieur, on va adapter l'environnement. Et pour ça, on va le faire avec les groupes qui habitent dans ces endroits. Enfin, oui, alors c'est ça, c'est ce que vous aviez commencé à expliquer. Il y a un aspect pédagogique dans votre démarche. Oui, en fait, il est vraiment au centre de la démarche. Et il est au centre de la démarche parce qu'en fait, c'est la première chose dont on s'est rendu compte pour pérenniser un projet d'agriculture urbaine, c'est qu'il faut mobiliser les équipes pour que ça tienne dans le temps et pour que ça porte tous ses fruits. Donc en fait, on a développé des outils de co-conception, notamment un jeu collaboratif basé sur l'intelligence collective qui permet à un groupe de concevoir un espace potager. Ça permet de mobiliser une équipe dès le départ, et ensuite on va les accompagner grâce à un panel d'outils que je peux vous expliquer. Mais oui, c'est quoi par exemple? En fait, déjà des outils physiques, c'est d'abord nous. En fait, c'est notre équipe de jardiniers urbains itinérants qui se déplacent régulièrement, soit pour des animations, pour proposer des conseils, pour dynamiser la démarche, par exemple en entreprise. Mais ça va aussi également être des outils numériques, notamment un outil de suivi des projets, en fait, qui va permettre de donner de la visibilité au collectif. Est-ce que vous créez de l'emploi aussi avec vos projets? Alors, eh bien déjà, on crée de l'emploi au départ dans notre équipe, puisqu'on a des chefs de projet, on a des jardiniers urbains, donc dans les différents espaces. Donc pour être clair, pour être précis, pour le moment, on installe des jardins collaboratifs dans la région, dans les Hauts-de-France et en Île-de-France. Donc en fait, à chaque fois, on va avoir des jardiniers urbains itinérants qui vont venir dynamiser la démarche, qui vont venir faciliter l'entretien de ces espaces. Et donc en fait, notre idée, c'est justement de permettre notre ambition, c'est de pouvoir susciter des vocations, c'est de pouvoir embaucher des personnes pour venir dynamiser ces démarches dans les quartiers, dans les entreprises, avec les partenaires. Quand on voit quelques images, là, quelques exemples de ce que vous avez pu créer, est-ce qu'on peut dire que ce sont aussi là on a titré des bulles de verdure dans nos villes, ce sont des espaces de dépollution aussi qui se créent grâce à vous ? En fait, c'était l'idée principale au départ, hein, c'est que et notamment, on s'en est encore plus rendu compte, on s'en rend encore plus compte en ce moment. C'est la nécessité de réintégrer la nature et les écosystèmes pérennes au cœur de nos villes. Et c'est vrai que la nature, les plantes, elles permettent et les espaces potagers permettent de créer des îlots de biodiversité et de fraîcheur en ville. Et on sait que c'est un enjeu capital pour le futur des villes, d'être capable de niveler notamment les températures. Il y a des études très
sérieuses faites en France, mais aussi au Canada, qui montrent qu'en végétalisant des espaces dans les villes, on va permettre de réduire de 2 à 5 degrés la température des villes. Mais ils sont bons, les fruits et légumes qui sont produits dans vos jardins? Ils ne souffrent pas de la pollution? Non, pas du tout. Les fruits, ils se nourrissent principalement du sol, donc c'est le sol qu'on va nourrir. Donc justement avec des techniques basées sur les principes de la permaculture. Et donc ça permet de redonner des réflexes à des urbains qui ont un peu coupé avec la nature. Alors, à quoi vous n'allez pas couper justement, c'est la question sur le blob. Le blob, j'ai vérifié, hein. J'avais fait une émission sur RTL, donc je savais ce que c'était. C'est un organisme vivant, ni végétal, ni animal, composé de millions de noyaux et d'une grande capacité d'adaptation. C'est ça le blob. Ouais. Donc c'est quoi? C'est un modèle pour vous? Oui, c'est ça. En fait, au départ, on s'était inspiré des blobs parce que justement, c'était pendant un stage qu'on avait fait au départ pendant notre formation avant de monter ce projet. C'était un maraîcher qui nous formait, qui nous en avait parlé du blob. Donc voilà, justement, c'est un organisme très particulier qui est étonnant, qui est beaucoup étudié, dont on ne connaît pas toutes les spécificités, mais qui a de l'avenir. Et au départ, c'est un peu ce qu'on s'est dit. C'est en fait le blob, c'est un peu comme l'agriculture urbaine. On ne sait pas encore exactement ce que c'est, mais ce qui est sûr, c'est que ça a de l'avenir. Et en plus, le nom nous plaisait bien, donc on a pris les blobs. Mais voilà, les blobs donc, qui se développent pour l'instant dans les Hauts-de-France, en Île-de-France. Un mot, en 10 secondes, vous avez une ambition nationale à terme? Ouais, c'est ça. L'ambition, c'est vraiment de revaloriser le plus d'espaces urbains possible. Donc pour l'instant à Paris, à Lille. L'idée ensuite, ça va être de pouvoir développer, de recoloniser comme les blobs de nouveaux espaces urbains. Et si je devais faire un appel aujourd'hui, voilà, c'est vraiment le moment de lancer ces projets. Parfois on n'y pense pas en automne et en hiver, mais c'est le moment justement de réfléchir à ces projets maintenant pour être prêt au printemps prochain. Et ben voilà, le message est passé. Merci Cyprien Cambier. Bon vent au blob. Voilà, c'est la fin de cette émission. De rien. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain. Vous connaissez les horaires. C'est 9h, c'est midi et c'est 20h30 sur Bismart. Salut.